Ça va bien se passer. On va bientôt partir. C'est sur cette route Manali-Leh, à presque 5000 mètres d'altitude, que je pénètre dans l'Himalaya indien, la demeure des neiges, plus précisément dans le Ladakh. L'objectif de ce voyage, c'est d'explorer tout l'univers du monde nomade, que ce soit en compagnie de ce chauffeur de camion Tata, jusqu'aux nomades du Rukshu, qui représente pour moi le nomadisme dans son sens ancestral. Et j'espère, dans tous les cas, pouvoir vivre des moments de voyage extraordinaires en compagnie de tous ces gens. Les routes sont tellement folles ici. Tu as déjà eu un accident? Oui, oui, j'ai déjà eu un accident. Je suis tombé d'une falaise. Ça faisait bien 300 mètres de haut. Yes. Oui, et puis c'est l'armée qui m'a sauvé en dernière minute. Et tu continues à faire ce métier? Ben oui, il faut bien que je mange, hein. Il y a quelques dizaines d'années, cette région était encore coupée du reste du monde. Seules les caravanes de commerçants se risquaient à passer par les cols d'altitude. Nous sommes en fait entourés par le Cachemire, le Pakistan et la Chine. Le Ladakh est un vrai carrefour de culture qui tente de préserver son identité. Ce sont les traditions de ce pays que j'ai envie d'approcher. Comme on est à 3500 mètres d'altitude, j'ai posé mon sac pour quelques jours d'acclimatation à Leh, capitale du Ladakh. Ancienne cité royale, Leh et ses 10 000 habitants se transforment. 20% des Ladakhis sont maintenant musulmans, les anciens baraquements deviennent des guest houses pour touristes, mais Leh reste malgré tout une plaque tournante du commerce de la laine pashmina, une riche tradition de la région. Il y a un certain Ali Khan qui est ici dans le vieux bazar de Leh, qui vend de la laine pashmina, qui est revendeur en fait de laine pashmina. Et j'espère qu'il va pouvoir m'en dire plus. J'ai en effet envie d'en savoir davantage sur ce commerce séculaire. Vous savez où est le bazar, le grand marché? C'est ici? Je cherche Ali Khan. Ali Khan, il est marchand de laine pashmina. On m'a dit qu'il pourrait m'aider à trouver les nomades. Vous ne connaissez pas? Oh, tant pis, merci quand même. Allez, au revoir. Bon, c'est pas gagné. Bonjour. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de mon avenir? C'est quoi ton nom? Mon nom? Chris. Prends une enveloppe pour Chris. Ah. Le début de l'année a été difficile pour toi. Ah, oui, c'est vrai. À l'avenir, il faudrait que tu pries un peu plus. Ok, je le ferai, je le ferai. Dans le passé, tu as failli avoir un grave accident, et c'est Dieu qui t'a sauvé. Ali Khan, il est là? Ah. Ali Khan? Bon, manifestement, c'est tout droit. Ali Khan me dit que les nomades vivent toujours du commerce de la laine pashmina. Fini l'époque du troc contre l'orge, cette année le kilo est à 700 roupies, environ 15 €. 15 €, c'est énorme, l'équivalent d'un salaire moyen dans la région. Mais elle vient d'où votre laine? Elle vient des Changtang, des nomades. Ça va être facile pour moi de les trouver?
Oh, les Changtang, ils sont comme les étoiles là-haut. Ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Les nomades, tu peux les trouver dans la vallée de Karnak, près du lac Tsokar, du Tsomoriri, la vallée du Rupchu, toutes ces vallées là-haut. Je l'ai. Je l'ai. Le vieux marché de la ville est le vrai cœur de la capitale. Ils sont nombreux comme Ali Khan à avoir choisi de s'installer en ville pour améliorer leur quotidien. Avant de me perdre dans des régions plus isolées du pays, j'irai bien explorer les alentours de Leh. Super sympa qui emmène sur Sarenfield. Ce que j'ai appris en tournant dans le vieux marché de Leh, qu'il y avait un village qui s'appelait Choklamsar, qui est en fait un camp de réfugiés tibétains. Il y a également des nomades qui se sont sédentarisés. Donc là, ce matin, on peut voir là-bas ce qui se passe. On m'a dit qu'il y avait un certain Kunsung qui habitait ici. Et vous voyez, il y a des maisons autour de moi en construction. Et justement, eh bien, ce Kunsung représente aussi les nomades qui vivent aux alentours, puisque la plupart d'entre eux, semble-t-il, vivent dans des maisons. C'est ce que je vais chercher à savoir. Alors, on a dit à droite, à gauche, puis à droite et à gauche. Bon, j'espère que je vais finalement trouver. Kunsung? Kunsung? Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Dites-moi, Kunsung, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça doit faire 5-6 ans. 5-6 ans? Mais je suis un nomade. Hein? Mais avant, vous étiez où? Avant, j'étais chez les Samad, dans la vallée du Rupchu. Mais pourquoi vous avez décidé de venir vivre ici et de vivre dans une maison? Parce qu'une année, en hiver, il y a eu beaucoup de neige. C'est pourquoi j'ai décidé de venir m'installer ici. Et je n'ai plus que cette maison maintenant. Je n'ai plus ni la montagne, ni les vallées. Les murs, c'est mieux que la tente? Oui, il fait plus chaud ici. C'est plus chaud. Est-ce que c'est possible de visiter la maison? Oui, bien sûr. Avant, je me disais toujours que quand je serai vieux, je ne pourrai plus me déplacer d'une vallée à l'autre, avec les chèvres. Donc, il faudra bien que je m'installe. La jeune génération, ils font pareil aujourd'hui. Ils pensent que c'est bien de vivre à la ville. Est-ce que vous êtes déçu de ça, je veux dire, par rapport aux coutumes et aux traditions? Oui, ça me rend triste. Mais si les jeunes veulent aller à l'école, pourquoi pas, c'est leur choix. Mais selon moi, c'est une erreur de s'installer en ville. Les traditions et les coutumes vont se perdre. En plus ici, il n'y a plus de quoi faire paître ni les chèvres ni les yaks. On n'a plus de ressources pour vivre. On n'a plus rien ici. Là où on est assis, c'est là où vous dormez. Mais c'est votre lit ou celui de votre femme? Non, non, celui de ma femme, il est là, tout au bout. Quand j'étais jeune, on dormait ensemble. Maintenant, elle est au bout de la pièce. Mais vous savez, de temps en temps en France, c'est la même chose. Si ça continue comme ça, elle va bientôt finir dehors. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Bye. Je l'ai.
Cette rencontre m'a touché, parce que j'ai vu à la fois dans leur regard toute la détresse d'un monde qui change, et dans leur sourire, la nostalgie de leur vie nomade. Ici, c'est un camp de réfugiés tibétains. On n'est pas loin de Choklamsar, toujours. Et ce petit Tibet qu'on appelle le Ladakh aussi, ou ce Ladakh qu'on appelle le petit Tibet, voit s'importer depuis quelques décennies le grand Tibet, c'est-à-dire les Tibétains qui sont persécutés par la Chine. C'est un endroit assez extraordinaire. So you are Tibetan? Vous êtes tibétaine, c'est ça? Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici, que vous vivez au Ladakh? J'ai fait le voyage à 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54, donc cela fait 40 ans. 40 ans? Vous vous sentez comme chez vous ici ou c'est différent quand même? Je ne sais pas. C'est grâce à la prière et surtout grâce à la protection du Dalai Lama. On a toujours eu à manger et une maison ici. On n'a pas à se plaindre. Allez, on continue. De retour à Leh, je décide de trouver un moyen de me rendre aux Zanskar, une région plus à l'ouest, apparemment très préservée et très liée autrefois au monde nomade. Padoum? Padoum? Choklamsar. Choklamsar, je reviens. Vous savez où il est le bus pour Padoum? Padoum bus. Il n'y a pas de bus pour Padoum. Moi j'irai par là, on va tenter par là. J'espère que c'est pas ces bus qui vont à Padoum. Et voilà, c'est celui-là. Je l'ai. C'est le bus pour Padoum? Ouais, ouais. À quelle heure il part? Après-demain matin, 4h30. Après-demain matin? Non. Ouais, ouais. Pas aujourd'hui? Non. Allez! Non? Ok. Après-demain matin, c'est sûr. Ok. En fait, il faut 2 jours pour aller à Padoum. À l'époque, la caravane qui reliait le Ladakh aux Zanskar mettait à peu près 2 semaines. Les durées et les distances ont changé, mais ça reste quand même relativement long pour faire 500 km. Il y a encore peu de temps, les échanges entre Leh et le Zanskar se faisaient à pied. Mais depuis que la route est construite, il faut 2 jours interminables de bus pour voyager jusqu'à Padoum, le terminus. À chaque lacet, je m'accroche. À chaque marche arrière pour laisser passer un camion, j'espère que ce sera la dernière. Je comprends mieux pourquoi je suis le seul occidental de ce voyage. J'en ai vraiment marre d'être coincé là. Dans le bus, j'ai un vieux monsieur qui est à côté de moi et qui a ses casseroles et ses clés de 12 et ses clés Allen à côté de lui. J'ai la fenêtre de l'autre côté, donc c'est relativement exigu, il fait très très chaud. Et l'odeur de beurre rance d'hier est un peu plus rance aujourd'hui, donc c'est vraiment des conditions particulières, d'autant que la route s'est super détériorée. Et tout à l'heure, on a failli s'enliser un peu plus haut parce que la neige commence à fondre en altitude et recouvre toute la route, et par endroits, c'est vraiment super galère.
tapis jaune. La descente de Padoum. Bon bah bien content de votre arrivée. 17h aujourd'hui de bus, c'est ça, 18? J'en peux plus. Je suis sur les bords de mer. Is there someone? Incroyable de tomber au bout du monde sur un cybercafé après 2 jours de voyage épique. C'est l'unique moyen de communiquer avec l'extérieur. Et c'est Tachi qui l'a ouvert il y a quelques mois. Tachi a mon âge, et le courant passe tout de suite très bien. Il s'intéresse à mon voyage et me propose de le suivre dans sa maison, transformer l'été en chambre d'hôte. Une petite tasse de thé? Merci Tachi. Merci, merci. C'est du thé masala? C'est ça, du thé masala. Et tu es originaire d'ici, de Padoum? Je suis né ici. Cette maison est assez récente. Avant, il n'y avait pas de maison ici. On était tous autour du rocher là-bas. Padoum, ça signifie avant la floraison. Tu sais, sur un arbre, tous les bourgeons ensemble, c'est comme sur ce rocher. Les maisons tout ensemble. C'est la signification de Padoum. Tu penses que tu peux m'aider à trouver les nomades? Oui, oui. Bien sûr, oui. Parce que je parle pas si bien ladakhi. Non, bien sûr, je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu connais des Amchi ici aux Zanskar, ces médecins traditionnels? Peut-être qu'ils pourront m'en dire plus sur les traditions, les nomades. Je sais que parfois, ils vont dans la montagne pour chercher des plantes. Oui, oui, il y a des Amchi ici, tu peux en rencontrer, pas de problème. Il y en a un très célèbre pas loin d'ici, il s'appelle Garchung, à Ruruk. C'est seulement à 5-6 km d'ici. À quelle altitude est Padoum? On est à 3550 mètres. 50 mètres plus haut que Leh. 50 mètres plus haut que Leh et c'est toujours aussi dur de respirer. Quel est son nom déjà? Garchung. La médecine que pratiquent les Amchi serait née il y a 2500 ans. Ce sont des guérisseurs qui possèdent une connaissance ancestrale qui s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Garchung, j'espère en savoir un peu plus sur cette tradition. Avant toute chose, c'est quoi être Amchi? Un Amchi, ça veut dire aider les autres, soigner ceux qui souffrent, les aider dans la souffrance. C'est ça, être un Amchi. Et est-ce qu'il y a un lien entre le bouddhisme et vos pratiques Amchi? C'est complètement lié au bouddhisme. Il y a d'abord le bouddhisme et ensuite la médecine. Le bouddhisme, c'est le respect de la vie, tu sais. La médecine moderne occidentale donne des résultats rapides. Tu peux te sentir mieux en 2-3 jours, mais après, ça risque de revenir. Nous, les Amchi, on essaye de soigner la racine du mal. J'aimerais bien qu'il m'ausculte, qu'il vérifie mon pouls et tout ça. D'accord, mais je préfère consulter le matin tôt, juste avant que le soleil se lève. Mais si tu veux, tu peux dormir ici. Je peux dormir chez vous? Super, merci beaucoup. Le soleil se couche. La montagne va bientôt se refroidir. Heureusement, les Ladakhi font partout preuve d'une incroyable hospitalité. À leur côté, le temps n'a plus d'importance.
Alors, bon ou pas bon à ton avis? Pas si bon que ça. Ouais, c'est la tête et le foie. Ça me fait pas rire. Hein. C'est pour ça que j'aime pas voir les médecins, parce qu'ils trouvent toujours un truc. C'est juste avant, là, tout allait bien. Donc, je vais prendre quelques plantes et demain, tout ira mieux. Il est en train de préparer un mélange de 18 plantes différentes. Et il en reste plus que 11. Oula, alors ça, c'est des pinces de crabe. Extraordinaire. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça, mais à mon avis, dans les Anscars, on ne doit pas courir les étangs, quoi. C'est de la merde d'insectes qui vivent au bord du lac Tsokar. Traduit littéralement. Hein. Smells good. Hein. Yeah. Une fois que le Hamshi a sélectionné ses plantes, chacun se débrouille. Hein. Chacun mousse ses ingrédients. Attends, j'ai mal au bras. Voilà, ce matin, le Hamshi m'a proposé de partir avec lui dans la montagne pour quelques jours. Parce que l'objectif, c'est de collecter les plantes qui vont lui servir pour ses préparatifs durant tout le reste de l'année. L'intéressant, c'est de constater que c'est des femmes qui sont promues nouvelle génération de Hamshi. Et c'est probablement à travers elles que va passer maintenant la transmission des connaissances. Hein? Chapati, pero chapati. Local. Très local. Pour le cœur. Plus on monte et moins il y a de risques que dans l'essence même des plantes il y ait de l'urée. Donc comme ici c'est plus des alpages, les moutons montent pas si haut. Il est à peu près sûr que les plantes qu'il va trouver ici sont bonnes pour ces préparations. On va la voir la crête. Hein. Et plus on monte, plus on trouve des plantes rares. Rare plants. Oui, et en plus, plus on monte, plus elles sont pures. J'ai entendu dire qu'il y avait des moines qui étaient capables de voler d'une vallée à l'autre. Vous y croyez, vous? Oui, il y a des moines qui méditent des années entières ici, à hauteur des glaciers. C'est comme pour les plantes. Ton cœur devient pur en haute altitude. C'est quand ton cœur sera devenu vraiment pur que tu pourras peut-être voler d'une vallée à l'autre. Avant de retrouver les hauts plateaux du Rupchu et la région des lacs Tsokar et Tsomoriri, j'ai prévu de m'arrêter dans un monastère pour m'imprégner du bouddhisme, l'âme du Ladakh. J'ai aussi envie de savoir quels sont leurs liens avec les nomades. Tashi me suggère que nous nous arrêtions à Barden Gompa pour la nuit. À mon arrivée, je suis immédiatement pris en charge par 2 moines. Ils ont l'air bien décidés à me faire partager leur vie monastique.
J'ai l'impression que la chambre où je vais dormir est la sienne et malheureusement, il a perdu ses clés. Donc c'est un petit peu inquiétant là. C'est pas moi. It's not me. Hein. Bon, ça fait un quart d'heure qu'on essaie d'ouvrir la porte et finalement, il s'en est sorti, mais le cadenas est resté accroché. Je pense que je vais super bien dormir. C'est relativement spartiate, hein. Avec une superbe vue sur le Zanskar. Les nomades, pourquoi ils ne viennent plus aux Zanskar? C'est à cause de la route, vous savez. Les nomades vont aujourd'hui directement à Leh. Ils font les échanges là-bas. Avant, ils venaient jusqu'ici pour faire des échanges de laine contre de la nourriture. Et c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant? Ah, ça dépend. Évidemment, il y a un peu plus de confort aujourd'hui. Mais il y a aussi plus de stress, plus d'occupation. Ça arrive même qu'on soit dérangé par des touristes pendant nos prières. J'aimerais beaucoup aller voir les nomades. Mais c'est par où? Par là ou par là? Ah, Chantang, ils sont par là. Par là ou par là? Par là, par là. Ce matin, Dorje m'a proposé de le suivre. Il part visiter les familles d'un village voisin. Avant ça, il doit passer par l'école qui dépend du monastère, à quelques kilomètres de là. Naturellement, je lui emboîte le pas. Il y a bien une trentaine de gamins ici. Ils doivent avoir entre 8 et 12 ans et viennent tous des villages voisins. La plupart du temps, les parents n'ont soit pas le temps, soit pas l'argent pour s'occuper d'eux. Alors, ils les envoient ici car l'enseignement est gratuit. La plupart deviendront moines parce qu'ils n'auront connu que cette école. Mais plus qu'une école, c'est une grande famille. Vous jouez au foot? Qui peut m'expliquer les règles? Bah, du cricket à 4000 mètres d'altitude, c'est crevant. En route. Non, le moine est en train de prier pour qu'on puisse traverser le pont sans encombre. « 20 mètres en dessous, le débit du Zanskar est à son apogée. L'hiver, quand il gèle, on s'en sert comme voie de passage pour aller d'une vallée à l'autre.
L'avantage de se promener avec un moine, c'est qu'on peut facilement être invité partout. Donc, c'est quand même la première maison qu'on croise. Hein, donc c'est là les fêtes. Il en reste encore une dizaine dans le village, je pense. Et là, c'est béni à la Chang en plus, la bière locale. Il y a un bateau qui flotte sur mon... On peut mélanger la bière avec ça. C'est de la farine d'orge. Ça a chacun son goût. Donne. Pour l'altitude, c'est bon. Oh. La moitié. Allez, reprends encore un peu. Non, à ton tour. Toi un peu. Si t'en prends, j'en prends. If you take, I take. Ah, je serais bien resté plus longtemps à souffler sur des sauterelles avec Dorje. Il est vite devenu un vrai compagnon de route. Mais le voyage m'appelle. Je retrouve Tashi qui me conduit jusqu'au bord du lac Tsokar, région normalement fréquentée par les nomades. En venant du lac Tsomoriri où j'espérais retrouver mes nomades, je me suis arrêté ici au bord du lac Tsokar. Il n'y a pas plus de nomades qu'au lac Tsomoriri. J'ai croisé un moine ici à Tukje qui m'a expliqué en fait que ce village fantôme était habité par les nomades au mois de novembre, l'hiver. Mais ici, l'été, il n'y a rien. Ils sont probablement, me dit-il, dans la vallée du Rupchu. Et donc, ma invitation au voyage une nouvelle fois, nouvelle étape. Ici, en tout cas, que des baraquements de forme carrée comme leur tente. Et rien de plus que ça. En fait, là, on est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a absolument personne dans cette vallée. On est dans le Rupchu. On est dans le Rupchu, plein milieu des nomades en fait. Ces moyens de transport viennent en substitution des nomades et les routes de commerce de l'époque où on échangeait le beurre contre l'orge, eh bien, viennent à disparaître et puis c'est le goudron qui l'emporte. Même si c'est toujours une région qui garde son identité, le fait de déverser des langues de bitume comme ça conduit à voir apparaître des gens qui viennent de toujours plus loin. Depuis la route, je décide de suivre l'homme et ses chevaux. Au fond d'une vallée, je découvre 24 familles de nomades. Ils vivent encore comme leurs ancêtres, dans un décor lunaire.
J'ai bien l'intention de rester un moment à leur compagnie, pour vivre et partager leur quotidien. On va pas dire qu'ils ont de la chance d'être ici, hein, parce que c'est un peu ce cliché d'occidental qui ressort, mais quand même, c'est un autre mode de vie. Ladaki, non. Dans combien de temps allez-vous partir? Partir pour une autre vallée? C'est le chef qui décide quand on lève le camp. Ah, le chef sait. Seulement le chef. Comment vous l'élisez? C'est une sorte de vote? C'est le plus ancien? Non, non, on joue au dé, et c'est celui qui perd qui devient le chef. Ouais, ouais. Vraiment? Celui qui perd devient le chef? Ouais, ouais. Et ça change tous les ans? Ah oui. Et vous avez déjà été le chef? Oui. Quel âge avez-vous? 100 ans. En fait, je sais pas. C'est de la farine d'orge avec du thé au beurre de yakos. Avec un petit peu de sable. Divin. Ce matin, 5 moines itinérants sont arrivés au galop. Je suis un peu surpris de les voir ici alors que le premier monastère est indiqué à plusieurs jours de là sur ma carte. Je décide d'aller voir ce qu'ils font au bout du campement. Ils vont en fait faire ça dans chaque famille. Ils le font une fois par an, et chaque fois à la même date. C'est écrit dans un livre et la méthode pour chaque étage est expliquée dans le livre. Ils font ça machinalement. Et autour de cet autel, on va prier pour la paix. Vaste sujet. En fait, ça s'appelle le gîteau. C'est une cérémonie pour que les choses reviennent. Alors, ici, chez les nomades, c'est en fait pour que le troupeau revienne toujours, ne se fasse pas manger par un loup ou je ne sais quoi d'autre ici. Et donc, les moines viennent ici prier pour les nomades, pour faire en sorte que tout revienne toujours. J'ai planté ma tente au milieu du camp. La couleur dénote un peu, mais ils sont plutôt ravis de constater que je m'intéresse à eux. Ce qui me touche, c'est leur simplicité et leur sens de l'accueil. Comme la vie ici est rythmée par le soleil et les bêtes, j'ai décidé aujourd'hui de les suivre avec leur troupeau. Le troupeau est le seul moyen de subsistance. C'est grâce à la laine des chèvres qu'on commerce et qu'on s'habille. Grâce au lait qu'on se nourrit. Chaque famille s'occupe de son propre troupeau, mais lorsqu'il faut l'envoyer paître dans la montagne, tous les animaux sont rassemblés. Ce sont les femmes et les enfants qui les suivent à tour de rôle.
ramener toutes ces racines au camp à cheval ou sur les moutons? Vous-même? Tout ça sur votre dos? Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que après que le troupeau soit descendu de la montagne, chacun récupère ce qui lui appartient. Il y en a qui sont marqués bleus dans les cornes avec un coup de peinture pour que le propriétaire puisse les reconnaître. Et donc finalement, ça prend du temps, quoi. C'est une bonne demi-heure qu'ils y sont là déjà. Et je crains qu'en m'approchant, je complique les choses. Moi, je vais vous dire, je sais pas trop comment ils font pour les reconnaître quand même. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais du beurre. Vous faites du beurre? Ah, et là, c'est encore du lait. Comme ça? Mais pour combien de temps? Oh, longtemps, jusqu'à la fin du jour. Lots of time. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Is it a joke? C'est une blague ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Je la garde alors. J'ai une nièce. Si tu veux, je te la présente. Je vous remercie, mais j'ai déjà une copine. Est-ce que vous savez quand on va partir? Après-demain, je crois. Mais vous êtes contente de changer de vallée, de bouger? Je suis trop vieille pour voyager. Mais on n'a pas le choix. Les conditions de vie ici sont liées au rythme de la nature et on est dans un environnement super hostile. L'hiver, il fait moins 30, moins 40. C'est des hivers qui sont très très longs. C'est évident que c'est un rythme de vie ils connaissent uniquement ce rythme de vie-là, donc ça leur fait pas peur. Meeting. Il y a une réunion, oui. Une réunion là-haut. Une réunion avec le chef? Oui, ça va chauffer. Maillot jaune, qui est le membre du gouvernement, qui est ici pour négocier avec les nomades, pour savoir si les terres autour du lac Tsokar peuvent être mises à disposition en tant que camping ou pas. Donc je pense que ça va être ardu comme négociation. La négociation est longue. Il faut se mettre d'accord sur le prix de location de la terre et ensuite savoir comment distribuer l'argent entre les familles. On est dans les 40 000 roupies. 40 000 roupies, ça fait un peu moins de 1 000 euros, quoi. Et donc ce qui va se passer apparemment, c'est que tout va se jouer au sort une fois de plus. On va tirer à la loterie. Et le hasard a une grande place ici.
parmi les Changpa. Je crois que moi je vais y aller. Hein. Pas mal de poils de yak. Mais sinon, c'est du riz, des pommes de terre et du mouton, c'est très bon. Et donc ici, il y a 20 ans, on mangeait que de la tsampa, c'est-à-dire de la farine d'orge avec du thé, quasiment. On ne connaissait pas le riz, la pomme de terre, j'en doute aussi. Mais les choses changent. On est dans un cas typique de polyandrie, là. Les deux hommes qui sont là sont frères et ils ont une femme commune. Donc ça, c'est encore comme ça dans de rares endroits au Ladakh. Et ici, c'est le cas. Ça pose de problème à personne, manifestement. Quand vous étiez petit, la route, elle était déjà là? Non, non, on faisait tout à pied. Je me souviens des longs voyages qu'on faisait avec mon père. Quand les avions passaient dans le ciel, on se cachait pour éviter les ombres des machines. Pourquoi tout le monde quitte la vie nomade maintenant? Tout le monde quitte la montagne pour rejoindre la ville. Tout le monde croit qu'il y a une vie meilleure dans les maisons, dans la ville, surtout pendant l'hiver. C'est vrai que c'est parfois dur ici. Mon fils, par exemple, il est installé à Leh. Il travaille dans les transports. Personne ne prendra soin de mon troupeau après moi. Ça me rend triste, évidemment, parce que c'est la fin d'une histoire, une identité qui disparaît. Mais c'est leur choix, je dois le respecter. Demain matin, les nomades s'en vont pour une autre vallée. C'est le grand départ. Pour cette dernière nuit ici, Toukjé m'invite dans sa tente. Il est 5 h du matin. Il a grêlé une bonne partie de la nuit. C'est l'heure de partir. En 5 minutes, le campement s'effondre comme un château de cartes. Je retrouve avec eux mes réflexes d'éternel voyageur. Le cérémonial du rangement est toujours fait de gestes précis et efficaces. Voilà. Elle est bien calée. C'est l'aboutissement de ce voyage. Hein. C'est quand même excellent. Un peu unique dans une vie. Il doit y avoir 1000 yaks, 2500 moutons et chèvres.
Ils font ça à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. On est à 4700 mètres d'altitude et on va rester à peu près au même niveau, 20 km plus loin, dans une autre vallée. Quelques regards suffisent en guise d'adieu. Je les quitte avec une certaine inquiétude, celle d'avoir été le témoin de ce qui, d'ici 10 ans, peut-être, n'existera plus. Je ne doute pas qu'ils sauront évoluer vers une voie qui leur convient. Je souhaite simplement qu'ils puissent préserver leurs traditions et leur choix de vivre en homme libre, en nomade.